Aujourd'hui, nous examinons une affaire datant du tout début du XXe siècle. Installez-vous confortablement, nous partons pour l'Irlande. Mary Bridget Byrne est née en 1865 et vivait dans la communauté rurale de Dunane, qui se trouvait dans le Queen's County en Irlande, aujourd'hui connu sous le nom de comté de Lowa. Ses parents, James et Elizabeth Byrne, étaient des fermiers locataires travaillant dur pour élever leurs 9 enfants. Mary a grandi à une époque où l'Irlande se remettait encore des difficultés sociales et économiques qui avaient suivi la Grande Famine. Une génération plus tôt, dans les années 1870, le pays changeait lentement. La guerre agraire n'avait pas débuté, mais les fermiers locataires comme les Byrne vivaient sous la menace de loyers incertains et d'opportunités limitées. L'éducation était néanmoins plus accessible. Le système scolaire instauré dans les années 1830 permettait même aux enfants modestes et ruraux d'apprendre à lire et écrire. Mary a fréquenté une petite école locale, acquérant une éducation de base qui était considérée comme respectable pour la femme d'un fermier à l'époque. En 1890, elle épousa Jean Daly, originaire du hameau voisin de Crétiard. Jean, porteur de charbon, s'est installé avec son épouse sur 2 hectares à Clonbrock, près de la route principale reliant Carlow à Castlecomer. La région était connue pour ses terres agricoles et la poussière noire qui tombait des mines voisines au cours des années suivantes. Mary a eu 2 enfants, Jean, un garçon né en 1891, et Elizabeth, une fille née en 1893. Il menait une vie tranquille mais respectable, et Monsieur Jean Daly devait souvent travailler de longues heures à livrer du charbon, ce qui signifiait qu'il était régulièrement absent toute la journée et ne rentrait à la maison que très tard. Après le début du siècle, des rumeurs ont circulé sur l'infortune du mariage de Monsieur Jean Daly et Madame Mary Daly. Les rumeurs locales disaient qu'un certain Joseph Taylor, voisin des Daly et de 12 ans plus jeune que Madame Daly, devenait étrangement proche d'elle. Le lundi 16 juin 1902, M. Jean Daly fut envoyé à Carlow pour livrer une cargaison de charbon. Il effectua son travail comme d'habitude et resta en ville jusqu'en début de soirée avant de rentrer chez lui. Plusieurs personnes qui l'ont vu sur la route ont ensuite fait remarquer qu'il conduisait plus vite que d'habitude. Ceux qui le connaissaient disaient qu'il conduisait habituellement, lentement et prudemment, rarement pressé. Mais cette fois-ci, il semblait pousser le cheval à un rythme rapide. Lorsque M. Daly arriva chez lui à Clonbrock, il détela le cheval et le laissa dans le champ derrière la maison, comme il le faisait toujours. La journée avait été longue et il était content d'être rentré chez lui. Le lendemain matin, mardi 17 juin, Madame Daly se réveilla et se rendit compte que son mari n'était pas au lit. Vers 8 heures, elle appela son fils pour lui demander de chercher son père. Le garçon est sorti, mais il est vite revenu. Il était visiblement bouleversé et dit à sa mère que son père était allongé dans le champ. Madame Daly l'a alors suivi et, quelques instants plus tard, elle a vu le corps de son mari allongé, immobile, sur l'herbe. Elle resta un moment debout, observant avant de rentrer à la maison. Une fois à l'intérieur, elle s'arrêta pour rassembler ses pensées et réfléchir à la suite. Pour des raisons jamais clairement expliquées, Madame Daly n'a pas tout de suite prévenu la police, et un délai s'est écoulé avant qu'elle les informe. Mais lorsque le signalement a finalement été reçu, les agents sont arrivés sans délai et ont commencé une enquête sur les lieux. Ils ont trouvé Monsieur Daly au sol, près de l'endroit où le cheval avait été lâché la veille. Sa tête était gravement blessée, avec beaucoup de sang sur l'herbe autour. D'après la nature des blessures, les agents ont rapidement conclu qu'une agression violente avait eu lieu. Lorsqu'on l'a interrogée, Madame Daly a déclaré que la dernière fois qu'elle avait vu son mari, c'était lorsqu'il était parti travailler le lundi matin. Elle a dit être restée debout jusqu'à 23 h ce soir-là en l'attendant. Comme il n'est pas rentré, elle est allée se coucher. Lorsqu'on lui a demandé si elle avait entendu du bruit pendant la nuit, elle a répondu que non et a dit qu'elle avait dormi profondément jusqu'au matin. La police a rapidement pris connaissance des rumeurs concernant Madame Daly et Joseph Taylor et a donc décidé d'emmener Monsieur Taylor au commissariat pour l'interroger. Le mercredi 18 juin, le docteur Higgins, coroner du comté, a mené une enquête à Clonbrock, près du lieu où le corps avait été trouvé. Les magistrats locaux et des membres de la police ont assisté à la procédure. De nombreux habitants se sont aussi réunis pour écouter les témoignages. Quant à eux, la tragédie avait suscité non seulement de l'inquiétude, mais aussi une grande curiosité, les poussant à assister eux-mêmes à l'enquête. Le premier témoin fut le jeune fils de Madame Daly, également prénommé Jean comme son père.
Il était assez ému lorsqu'il témoignait et expliqua comment, le matin de la découverte du corps, sa mère l'avait envoyé chercher son père. Il a dit qu'après avoir traversé le champ derrière la maison, il avait vu son père allongé près d'une ouverture dans la haie, semblant mort. Il a dit qu'il avait eu très peur et est vite allé prévenir sa mère, qu'il a aussitôt accompagné dans les champs. À la question sur la réaction de sa mère, le garçon a dit qu'après avoir observé le corps, elle s'était tournée vers lui pour lui annoncer la mort de son père. Le sergent Conlan fut le témoin suivant. Il a décrit son arrivée à la résidence Daly et a déclaré que lorsqu'il est arrivé dans le champ, il a trouvé monsieur John Daly allongé sur le côté, la tête gravement blessée et sa casquette posée à une courte distance. Il a indiqué que la zone montrait des signes de lutte et des traces suggérant qu'un corps avait été traîné dans l'herbe mouillée. Il a ajouté qu'on voyait du sang sur le sol. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il a fait ensuite, le sergent Conlan a répondu qu'il avait immédiatement fait venir le médecin du district et des agents supplémentaires de Carlo, car il savait qu'il devrait y avoir une enquête. D'autres témoins ont décrit monsieur Daly comme un homme travailleur, rarement critique envers autrui. Et bien qu'il soit connu pour boire, il était généralement bien considéré dans le district. Certains ont mentionné les rumeurs locales sur l'amitié de madame Daly avec Joseph Taylor, un voisin proche. Certains témoins ont clairement déclaré que la relation entre eux n'était pas convenable. Et cela a été mentionné à plusieurs reprises au cours de la procédure. Le dernier témoin était le docteur McKenna. Il a décrit les blessures de monsieur Daly et expliqué que la mort était causée par une fracture du crâne et une hémorragie interne. Il a indiqué que certaines blessures provenaient d'un objet contondant, d'autres d'un objet tranchant, peut-être une fourche à foin. Après le témoignage médical, le coroner a résumé les preuves pour le jury. Il a souligné la gravité du crime et l'absence de mobile clair découvert. Le jury s'est brièvement retiré pour délibérer, puis a conclu que John Daly avait été assassiné volontairement par des inconnus. Il a été noté que Joseph Taylor, dont le nom avait été mentionné en lien avec des querelles antérieures au sein du foyer Daly, n'était plus détenu par la police. Les autorités ont déclaré que, pour l'instant, il n'y avait pas suffisamment de preuves pour inculper qui que ce soit, bien que leur enquête se poursuive. L'enquête s'est terminée par des marques de sympathie envers madame Daly et ses enfants, dont la détresse avait été évidente tout au long de la procédure. La police a poursuivi son enquête, découvrant peu à peu les circonstances complexes entourant l'affaire. Il est apparu que Joseph Taylor et madame Daly entretenaient depuis quelque temps une relation inappropriée et que monsieur Daly s'était souvent disputé violemment avec eux à ce sujet. Cela, combiné aux circonstances suspectes de la mort de monsieur Daly et aux autres preuves recueillies. La police a arrêté Joseph Taylor et Mary Daly et le jeudi 26 juin, elle les a tous deux inculpés de meurtre. Les mois suivants, l'affaire a alimenté discussions, spéculations et rumeurs dans tout le comté. Maintenant, l'intérêt du public. L'enquête s'est poursuivie et les préparatifs ont été faits pour le procès, qui a finalement commencé en décembre. Monsieur Taylor et madame Daly ont tous deux plaidé non coupables, et le tribunal a alors ordonné que Mary Daly soit jugée séparément. Le procès de monsieur Taylor devait continuer. La salle d'audience était bondée de spectateurs. Beaucoup d'autres restaient dehors, tous voulant connaître les preuves présentées dans cette affaire, qui avait tellement bouleversé la communauté de Clombrock. Monsieur Dorenzi, qui représentait monsieur Taylor, a demandé et obtenu l'autorisation d'exclure certaines parties des preuves au motif qu'elles faisaient référence à. Seul l'un des accusés était représenté par monsieur Wakely, qui a ouvert le procès en décrivant les événements ayant conduit au meurtre. Il a affirmé que monsieur Taylor avait une liaison de longue date avec Mary Daly, qui l'aurait poussé à tuer son mari, allant jusqu'à lui donner de l'alcool pour qu'il ose commettre l'acte. Monsieur Wakely a précisé que monsieur Daly vivait avec sa femme et ses deux enfants sur une petite exploitation d'environ 2 hectares à Clombrock. Il a dit que monsieur Daly transportait du charbon et d'autres matériaux entre Clombrock et Carlo, ce qui le tenait souvent éloigné de chez lui durant la journée. Il a dit au tribunal que monsieur Taylor vivait avec sa mère et son frère dans une ferme à 250-300 mètres de la maison des Daly. Monsieur Taylor avait des relations inappropriées avec madame Daly durant l'absence professionnelle de monsieur Daly. Monsieur Wakely a souligné que cette relation durait depuis un certain temps et que, pour cette raison, madame Daly voulait se débarrasser de son mari et avait encouragé monsieur Taylor à le tuer.
Plusieurs témoins ont été appelés à témoigner. Certains disent avoir vu Monsieur Daly à Carlow le 16 juin, d'autres près de chez lui plus tard ce soir-là. Le fils du défunt, Jean Daly Jr., a déclaré au tribunal qu'à 9h30 le soir du meurtre, il avait été réveillé par des cris dans la cour. Il a dit qu'il avait regardé par la fenêtre et vu son père et Monsieur Taylor engagés dans une lutte violente. Regardant le juge, il expliqua s'être levé, habillé et sorti, voyant sa mère près de là pendant que son père était attaqué par Monsieur Taylor. Le garçon a ensuite décrit comment il avait vu Monsieur Taylor traîner son père par-dessus le portillon qui menait au champ derrière la maison. Il a dit qu'il l'avait suivi jusqu'au 2e portillon et avait regardé son père être tiré dans le grand champ. Il a dit qu'il avait alors entendu un bruit ressemblant à quelqu'un qui se faisait frapper. Puis, après quelques instants, le bruit s'est arrêté. Il a dit qu'il était rentré dans la maison, puis allé se coucher. La salle d'audience est restée silencieuse durant tout le témoignage du garçon. Mais quand il a raconté comment, le lendemain matin, sa mère l'avait envoyé chercher son père et qu'il était revenu pensant qu'il était mort. Dans le champ, un léger murmure traversa la foule avant que la salle d'audience ne retombe dans le silence. Sa sœur, Elizabeth Daly, a déclaré qu'elle ne s'était pas réveillée cette nuit-là, mais qu'elle était là le matin lorsque son frère a été envoyé chercher leur père. Elle a ajouté que plus tard, leur mère les avait envoyés au poste de police, signaler le décès et leur avait demandé de dire qu'ils ignoraient comment cela s'était produit. Les policiers qui ont inspecté les lieux ont témoigné au sujet des outils trouvés à proximité, tous tachés de sang, et qu'ils pensaient avoir été utilisés lors du crime. Le docteur Lane, qui a pratiqué l'autopsie, a déclaré que la défunte avait subi 12 blessures graves à la tête, compatibles avec des coups répétés portés par un objet contondant. D'autres témoins ont décrit la relation entre M. Taylor et Mme Daly, confirmant que M. Taylor se rendait fréquemment chez les Daly pendant que M. Daly était au travail. Il y a également ceux qui ont témoigné que M. Taylor et M. Daly étaient connus pour boire, et que des disputes avaient eu lieu entre eux par le passé. Lorsque le procès s'est terminé, le juge Kenney a résumé les preuves, en mettant particulièrement l'accent sur les témoignages non contredits, que M. Taylor avait entretenu des relations inappropriées avec la femme de M. Daly et qu'elle l'avait à plusieurs reprises encouragé à tuer son mari et lui avait même fourni de l'alcool pour l'y aider. Le jury a été envoyé délibérer et est revenu après 40 minutes pour rendre son verdict. Ils ont déclaré l'accusé, M. Joseph Taylor, coupable de meurtre. Interrogé, M. Taylor a affirmé son innocence. Mais Monsieur le juge Kenney a alors prononcé la sentence de mort par pendaison. Le procès de Madame Daly a aussi été présidé par le juge Kenney. Comme lors du précédent procès de Monsieur Joseph Taylor, l'affaire a attiré une large attention. La salle d'audience était bondée de membres du public et de la presse, tous désireux de suivre chaque détail de la procédure. Monsieur Wakely, Monsieur Faulkner représentait l'accusation, tandis que messieurs Darenzi et O'Mehan la défense à l'ouverture du procès. Monsieur Darenzi a demandé un report, faisant valoir que de nombreux jurés avaient en soit assisté au procès de Monsieur Taylor, soit suivi les comptes rendus, et pourraient donc être influencés. Cette demande a été refusée, et le procès a continué. L'accusation s'est centrée sur le rôle de Madame Daly dans le meurtre, sans reprendre les faits déjà établis au procès de Monsieur Taylor. Ils ont affirmé qu'elle avait encouragé M. Taylor à tuer son mari et qu'elle lui avait fourni de l'alcool pour lui donner le courage de le faire. Ils ont aussi souligné son comportement après le meurtre, selon eux signe de culpabilité. Ces enfants ont répété les témoignages qu'ils avaient donnés lors du procès de Joseph Taylor et ont également décrit comment, après avoir vu leur père allongé mort dans le champ, leur mère a continué ses tâches ménagères en préparant le petit déjeuner. Avant de leur ordonner de donner de fausses informations à la police, l'accusation a soutenu que ces actions démontraient une tentative consciente d'induire en erreur et de dissimuler le crime. Le sergent Conin a témoigné et a déclaré qu'en se rendant au domicile des Daly et en parlant à Madame Daly, elle lui avait dit qu'elle ne savait pas où se trouvait son mari, mais qu'elle pensait qu'il pourrait être dans le champ. Le sergent Conin a jugé étrange que Madame Daly dise être partie chercher son mari sans pouvoir le trouver. Le corps que le sergent a dit avoir été trouvé très près de la maison. L'accusation a également présenté des déclarations faites par Monsieur Taylor dans lesquelles il affirmait que le 9 mai, Madame Daly avait tenté d'empoisonner son mari en mettant une substance toxique dans son thé, mais qu'après que Monsieur Daly en eut pris une gorgée, il avait refusé de le boire. La défense s'est opposée à ce que cela soit admis comme preuve, mais le juge a décidé que cela pouvait être pris en compte. Le docteur Jay Lapper a indiqué au tribunal avoir analysé un liquide d'une bouteille remise à la police par Monsieur Taylor.
On lui a dit que c'était une substance utilisée par Madame Daly lors de la tentative d'empoisonnement présumée de son mari. Il a confirmé qu'il s'agissait d'acide phénique et a expliqué qu'en cas d'ingestion, cela provoquerait de graves brûlures internes et pourrait s'avérer rapidement fatale. Cependant, il a également noté que cette substance était couramment utilisée comme désinfectant dans les fermes. L'un des voisins de Madame Daly a témoigné que le dimanche 15 juin, la veille du meurtre, Monsieur Daly avait été enfermé au poste de police vers 2h30 du matin pour ivresse et trouble à l'ordre public à son domicile. Le voisin a déclaré qu'il avait même expulsé ses enfants de la maison et a confirmé que cela avait causé beaucoup de détresse et d'humiliation à Madame Daly. L'accusation a admis que Monsieur Daly buvait, mais s'est focalisé sur la façon dont Madame Daly éduquait ses enfants. Après le meurtre, ils ont dit qu'elle leur avait demandé de tromper les autorités et souligné son attitude calme et méthodique. Ce qu'ils ont soutenu tranchait nettement avec la violence et le chaos des nuits précédentes. Le docteur Lane et le docteur McKenna ont parlé de la gravité des blessures à la tête de Monsieur Daly, confirmant que la mort était due à une hémorragie cérébrale causée par des coups répétés. Dans leur plaidoirie finale, l'accusation a dit au jury que, même si une sympathie naturelle pourrait les pousser à éprouver de la compassion pour Madame Daly, son attitude le matin suivant le meurtre, préparer calmement le petit déjeuner, retarder le signalement de la mort de son mari et envoyer ses enfants à la police avec de fausses instructions n'étaient pas celles d'une personne innocente. Ils ont souligné que de telles actions calculées suggéraient une conscience et une intention, soulevant de sérieuses questions sur son rôle dans le crime pour la défense. Monsieur Dorenzi s'est adressé au jury, déclarant que Monsieur Daly et Monsieur Taylor avaient beaucoup bu le jour du meurtre. Ainsi, lorsque les deux hommes se sont rencontrés, ils étaient très excités. Il a suggéré que l'issue tragique aurait pu résulter d'une querelle soudaine entre les deux hommes, et que Madame Daly, prise au milieu de l'altercation, n'avait ni l'occasion ni le courage d'intervenir. Il a demandé au jury de considérer que les événements ont pu lui échapper plutôt que d'être causés intentionnellement par lui. Le juge Kenny a résumé l'affaire, demandant au jury de réfléchir si Madame Daly avait participé au meurtre ou si Monsieur Taylor était seul responsable. Il leur a rappelé que l'objet du procès portait entièrement sur la conduite de Madame Daly et que cela devait être évalué indépendamment de la condamnation de Monsieur Taylor. Il a exhorté le jury à peser toutes les preuves présentées, y compris les actions de Madame Daly avant, pendant et après le crime, et à déterminer si ces actions indiquaient une complicité ou une innocence. Après avoir délibéré pendant 50 minutes, le jury est revenu dans la salle d'audience et a rendu son verdict. Ils ont déclaré Madame Mary Daly coupable de meurtre, mais cela s'est accompagné d'une forte recommandation de clémence. Interrogée, Madame Daly est restée silencieuse, sans rien dire à la cour. Monsieur le juge Kenney a alors prononcé la sentence de mort par pendaison. Sa sentence a été portée en appel et certains pensaient qu'elle pourrait être commuée, d'autant plus que le jury avait recommandé la clémence, mais l'appel a été rejeté. Lorsqu'on lui a annoncé que sa demande de grâce avait été rejetée, Madame Daly a simplement secoué la tête et n'a rien dit. Durant ces derniers jours, elle est restée calme et posée. Elle recevait régulièrement la visite de l'aumônier catholique et des religieuses du couvent voisin, qui faisaient tout leur possible pour la réconforter et la consoler. Joseph Taylor a constamment nié toute culpabilité et a maintenu son innocence jusqu'à la fin. Il a été exécuté à la prison de Kilkenny le mercredi 7 janvier 1903. 2 jours plus tard, le vendredi 9 janvier, Mary Daly a été pendue. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'écouter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou suggestions et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.